Salut les prévoyants, salut à tous. Aujourd'hui, Retex sur le Canoo THD 75. Poste assez récent, puisqu'il est sorti, si je ne me trompe pas, en fin d'année dernière, ou début d'année 2024. Enfin bon, bref, voilà, c'est un poste assez récent. Donc lui remplace, donc le 75 remplace le THD 74, qui est quasiment identique au niveau des boutons, des menus, des fonctionnalités, de l'ergonomie de manière générale, de la batterie, enfin bref, c'est vraiment quasiment le même poste, sauf qu'il y a eu quand même des améliorations au niveau de son apparence, au niveau des connectiques, et puis c'est tout en fait, hein, il n'y a pas plus de différence que ça. Donc moi je l'ai pris de base pour avoir un poste multifonction, qui fasse vraiment un maximum de choses, qui puisse résister aux intempéries, puisqu'en fait ce poste-là résiste aux éclaboussures et à la poussière, puisqu'en fait on a ici des caoutchoucs qui permettent de protéger les connecteurs, hein, que ce soit aussi bien pour le son que pour le rechargement, etc. Au niveau de la batterie, on a du caoutchouc qui permet pareil de protéger les connecteurs au niveau des intempéries. Donc c'est une radio qu'on peut prendre soit en mer sur un bateau, soit en nature. Voilà, on peut s'en servir sous la pluie, normalement il n'y a pas de problème. Mais par contre, on ne peut pas l'immerger vraiment dans l'eau. C'est pas un poste étanche, mais plus, on va dire, un peu résistant aux éclaboussures. Voilà, je crois que c'est IP54, IP55. Voilà, c'est à peu près similaire à ce genre de normes. Donc ce poste-là permet de couvrir une très large portion de fréquences, surtout sur les fréquences basses, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à écouter de 100 kHz jusqu'à, je crois, 520 ou 540 MHz, sans aucun trou, donc c'est-à-dire qu'on écoute vraiment de manière assez large. Par contre, au-dessus de 520, on ne peut plus écouter. Voilà. Là où un canot de THF7 pouvait monter beaucoup plus haut sans aucun problème. Par contre, c'était en bas que ça pêchait et où il y avait vraiment une désensibilisation en réception. Là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. Par contre, le prix va avec, hein, on est vraiment sur du matériel haut de gamme qui est de base réservé plus au marché radio-amateur, même si on peut le débloquer en fréquence pour fonctionner sur les fréquences marines, hors bande, professionnelles, secours montagne, etc. PMR 446. Mais de base, c'est vraiment une radio axée pour un usage radio-amateur, même si Canood sont également sur le marché du matériel professionnel. C'est un poste qui est également équipé du GPS. Dès que je dis le GPS, c'est pas la carte, mais c'est bien le système de localisation pour avoir des coordonnées. Donc je m'étais dit, si jamais un jour j'ai un pépin, ça me permet d'avoir mes coordonnées en direct et de pouvoir les retransmettre au secours. Mais il a également la fonction APRS. Voilà, ça c'était vraiment une fonction qui m'intéressait parce que je m'étais dit que ça allait me permettre, par exemple, de recevoir des stations météo en APRS et d'avoir la météo lorsque je suis en nature, si jamais le téléphone, le réseau téléphonique, on va dire traditionnel, la 4G, ne passe pas. Voilà. Et vous allez voir que au final, ça n'a pas été très concluant. Et après, bien sûr, j'ai aussi 4 niveaux de puissance, donc ça me permet d'être économique ou d'avoir des puissances un peu plus élevées. Donc on peut transmettre 50 milliwatts, 500 milliwatts. Ça me permet également de rester on va dire légal au niveau de l'homologation PMR 446. On peut monter à 2 watts et 4 watts, à peu près 4-5 watts. Donc voilà, ça me permet d'avoir vraiment 4 niveaux différents et de pouvoir jongler selon mes besoins, selon le niveau de la batterie, etc. Donc voilà, sur le papier, ça me semblait vraiment très bien. Je me suis dit, voilà, Canute, c'est quand même une valeur sûre, ça a fait ses preuves. Euh, voilà, je sais que le THD 74 a bien plu à la communauté radio. C'est vraiment un poste, on va dire, de référence. Donc je me suis dit, le 75, il allait être au moins aussi bon, voire supérieur au niveau de la qualité. Et donc, très rapidement, ce que je me suis rendu compte, c'est que déjà, l'APRS ne me servait à rien parce que j'étais dans une zone où il n'y avait aucune station APRS à proximité. Donc l'APRS, en fait, c'est très simple, hein, c'est juste, c'est Automatic Packet Reporting System, c'est un système de base fait surtout pour les radioamateurs, pour localiser une station, et enfin pour recevoir la localisation d'autres stations, mais également pour retransmettre votre localisation, votre position, un statut. Donc ça peut être je suis un relais, je suis un véhicule, je suis un radio club, je suis un poste de secours,
etc., etc. Voilà, il y a une multitude de statuts qui permet de savoir un peu qu'est-ce qu'on capte. Voilà. Est-ce que c'est une personne est-ce que c'est une station radio, une personne qui a une radio, ou est-ce que c'est une station fixe? Est-ce que c'est un bâtiment? Bref. Ça permet également d'envoyer des messages, d'envoyer des alertes. Ça permet, selon les protocoles, par exemple, si vous prenez je crois que c'est le AX25, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça, hein, le AX25 qui est quasiment identique à la PRS, hein, c'est à peu près le même protocole. On peut également envoyer d'autres données, du HTML, enfin bref, on peut vraiment tout faire avec. Aujourd'hui, même avec les applications de ATAC, SIFTAC, etc., on peut transmettre des positions, des localisations par APRS. Donc voilà, je m'étais dit, franchement, la PRS, c'est génial, puis moi j'adore la PRS. Bah, ça me permettra d'avoir comme ça les stations météo. Sauf qu'en fait, le secteur dans lequel j'étais n'était pas du tout... il n'y a pas du tout de station APRS. Donc pour accéder aux stations qu'on reçoit, on active la fonction, donc on fait fonction APRS. Une fois que c'est activé, vous faites juste APRS, et là vous avez la liste de toutes les stations que vous avez reçues. Donc si je vais dans l'historique de ce que j'ai reçu, on va aller sur une station que je recevais régulièrement lorsque j'étais sur le chemin de Saint-Jacques. Donc on identifie bien, on voit bien que c'est une station météo, c'est marqué WX, hein, c'est le terme, dans le jargon radio, WX ça veut dire météo. On voit bien que le statut, le logo c'est bien WX, donc on est bien sur une station météo. On voit que c'est la station météo de l'Adrasec 09. On peut, si jamais on active le GPS, avoir la distance entre notre position et la position de la station, et également la direction dans laquelle viser pour le voir ou alors l'atteindre avec une antenne directive. Ensuite, lorsqu'on rentre dans les menus, on peut voir ici toutes les données météo. Donc en fait, ça me permettait hyper facilement, sans rien faire, parce qu'il fallait juste que j'active la PRS sur la fréquence APRS radio amateur, hein, c'est le 144-800. Il fallait juste que je laisse la radio allumée, et elle allait recevoir tous les paquets de radio. Et au bout d'un moment, j'avais juste à aller chercher dans le menu la station météo qui m'intéressait, la plus proche, pour avoir les données météo. Donc là, on voit qu'on a la précipitation en millimètres, la température, direction du vent, la vitesse du vent, km/h, la pression atmosphérique et l'humidité. Voilà. Après, ici, on a d'autres infos, on peut avoir la direction, bref, voilà, c'est un peu plus détaillé. Donc voilà, moi l'idée c'était de faire ça, de capter toutes les stations météo à proximité pour avoir la météo de ma zone. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte que en fait il n'y en avait aucune. Voilà, alors peut-être que j'étais dans un des seuls départements, une des seules régions où il n'y avait pas grand chose, j'étais un peu en dessous de la gueule. J'ai fini je crois j'ai fini à Conques, si vous connaissez. Par contre les seules stations météo que j'ai pu capter en radio c'était sur la fréquence parapente, 143-9875, la fréquence FFVL, qui était en analogique. Donc au final, ça m'a servi à rien d'avoir la PRS, puisqu'en fait, la communication était en analogique, et je pouvais recevoir comme ça, même avec une radio à 20 balles, un petit Guangcheng, j'aurais pu avoir la météo de mon secteur. Voilà, c'est les seules stations météo que j'ai pu capter, qui étaient, on va dire, pas très loin, même si c'était pas non plus ma zone, mais voilà, ça me permettait en cas de pépin, si jamais j'avais pas le réseau, de pouvoir quand même capter quelques trucs en rapport avec la météo dans ma zone. Au niveau de la HF, je me suis rendu compte que c'est génial, on peut écouter plein de fréquences en HF, mais c'est plus pour le plaisir, quoi. Voilà, j'ai pas eu d'utilité à vraiment écouter la HF. Puis au bout d'un moment, ça me saoulait en fait, parce que c'était tout le temps, c'était assez bruyant. Donc de temps en temps, je jetais un petit coup d'oreille, mais bon, il n'y avait pas non plus de station météo en HF, donc au final, je me suis rendu compte que ça ne servait absolument à rien lorsqu'on était en pleine pampa. Voilà, donc au final, juste partir sur une VHF-UHF, c'était bien plus pertinent. Un autre moyen pour avoir la météo, vous pouvez vous caler sur les fréquences aéronautiques. Voilà, régulièrement, vous avez soit des balises d'auto-information qui tournent en boucle avec la météo de l'aéroport du secteur. S'il n'y a pas d'aéroport ou d'aérodrome, généralement, c'est la tour de contrôle qui contrôle la zone dans laquelle vous êtes. Moi, c'était Montpellier, c'était sur 133 725, je crois, la fréquence qui contrôlait ma zone. Donc, en me mettant à l'écoute là-dessus, ça me permettait de savoir un petit peu ce qui se passait dans ma zone et d'avoir potentiellement la météo de la part de la tour de contrôle de Montpellier qui était très loin, mais qui contrôlait quand même cette zone. Donc voilà, ça, je l'ai eu directement sur le site, je sais plus quel site c'était, mais c'est un site qui référence, qui cartographie, je crois que il travaille avec IGN,
et en fait, vous avez toutes les zones découpées avec les fréquences de contrôle, l'aéroport qui gère la zone. Voilà, tout est accessible publiquement, il n'y a aucun problème, hein, il n'y a rien de confidentiel. Et avec n'importe quelle radio basique, vous pouvez écouter la fréquence. Faites juste attention à ce que, bien sûr, la radio puisse couvrir ces bandes-là. Donc ça va de 108 à 118. Je crois que c'est ça, ouais, 108 à 118. Non, 108 à 136 ou 138. Et que votre radio puisse bien recevoir la modulation AM, puisque là, c'est pas de la FM, c'est de la AM. Voilà, sinon, vous allez vraiment très mal entendre, voire pas du tout. Donc au final, je me suis rendu compte que pareil, pour écouter de l'aéronautique, au final, j'avais pas besoin d'avoir un Canwood parce que celui-là, il vaut quand même relativement cher, il est à 900 balles hein, à peu près. En fait, il n'y a pas besoin, avec un Quansheng à 20 balles, ça aurait pu faire exactement le même taf. Alors, c'est pas la même qualité, je suis d'accord, mais le problème, c'est que là, en fait, le poste était tellement cher qu'en fait, je flippais de m'en servir. Donc ce que j'ai fait, je m'en servais tout le temps dans la pochette, et là, on va parler de l'autonomie. Vous allez dire, quel rapport avec la pochette? Vous allez comprendre pourquoi. Alors, le gros problème, et on me l'avait déjà dit, j'avais un petit peu négligé ce qu'on m'avait dit, parce que voilà, sur Internet, en radio, on entend toujours un petit peu tout et son contraire sur n'importe quel matériel. Chacun a un petit peu ses préférences, ou bref, voilà, c'est toujours comme ça. Donc, n'hésitez pas à bien chercher l'information dans plein d'endroits différents. On m'avait déjà dit, ouais, le problème du THD 74 et du THD 75, c'est son autonomie. Bah bon, je me suis dit, bon, quand même, là, c'est Canwood. J'avais bien regardé les données au niveau de la consommation. En veille prolongée, le truc qui consommait le moins, je crois qu'on était à peu près à 50, 60, 70 mAh de consommation. C'est pas énorme. C'est pas non plus très bas, mais c'est plus que convenable. Je crois que j'avais mesuré, je crois que je tournais autour des 70, 75 mAh lorsque la radio était en veille. Le problème, c'est que en fait, on est sur des petites batteries. Voilà, la batterie est vraiment petite. Donc la batterie officielle là, que j'ai eu avec, hein, et de toute façon vous n'allez pas pouvoir retrouver d'autres capacités, c'est du 1820 mAh, donc 1 ampère 8. C'est pas énorme du tout. Franchement, c'est même ridicule, je trouve. Et impossible de trouver des batteries plus grosses. À savoir que les petites batteries comme ça vaut très très cher. Comptez au moins entre 70 et 100 euros la batterie. Je répète, entre 70 et 100 euros une batterie. Des fois, c'est même des contrefaçons qu'on achète. Pour du 1 ampère 8. Je suis désolé, mais moi j'appelle ça un peu du foutage de gueule. Alors après, je sais, oui, Canoo de la qualité. Bon, ouais. Qu'ils fassent des batteries plus grosses, parce que là, franchement, c'est pas possible. Donc ce qui consomme le plus, hein, ce que j'ai très vite remarqué, ce qui consomme le plus sur cet appareil, c'est lorsque vous mettez la double ou triple veille, parce que moi je l'avais aussi pris parce qu'il faisait la triple veille, donc ça permet de veiller 3 fréquences en simultané. Je me suis dit ok, je me mets sur le 7.7, sur 121.5, sur la fréquence parapente, là je suis bien, là je suis bien, je peux tout écouter. Ou alors autre chose, enfin bref, voilà, je négocie le truc comme je veux, sauf que plus vous allez activer de veille, plus le poste va consommer, mais il va bien consommer. Et l'autre truc qui consomme le plus, et ça c'est valable sur toutes les radios, hein, et plus particulièrement sur celle-là, mais il y a beaucoup de radios sur lesquelles ça va vous vider la batterie, c'est le rétroéclairage. La lumière de l'écran, vous voyez, la petite lumière de l'écran là, ça va vous vider la batterie. Donc moi ce que j'ai fait, parce que de base, hein, moi j'aimais bien, voilà, je me suis dit quand même 900 balles, j'ai envie d'avoir un truc agréable à utiliser. J'avais activé la lumière qui s'allume lorsque le poste reçoit un truc, lorsque je clique sur un bouton. Normal, au moins on voit ce qu'on fait. Et ça s'éteint au bout de 5 secondes. Après je l'avais baissé je crois à 3 secondes pour vraiment être... j'étais un gros rapia quoi, sur la batterie. Malgré ça, il n'y avait rien à faire. Donc ce que j'ai fait, j'ai quand même désactivé le rétroéclairage dans la radio et je ne l'activais que lorsque vraiment j'avais pas d'autre choix. Généralement je me servais de ma lampe frontale, où la journée il n'y a pas besoin parce que il y a le soleil. Hein. Donc en fait je vais vous montrer. Le bouton pour allumer, c'est également le bouton pour le rétroéclairage. Donc vous voyez que là, je peux monter, descendre, aller dans les menus. Ça ne s'allume pas. Pour l'allumer, c'est le bouton de démarrage. Le problème, c'est que là, ça ne s'éteint plus. Voilà, même si on règle la désactivation complète du rétroéclairage, ça s'allumera quand même par le bouton. Sauf que le souci, c'est que moi, le poste, il vaut 900 balles.
Je voulais pas le rayer, le poste. Attends, j'ai revendu plein de radios. J'ai que celui-là. Enfin, que celui-là. J'essaie de vraiment limiter le matériel maintenant. Je me suis dit, je vais quand même le protéger. Titine, j'ai pas envie de le défoncer, quoi. Hein. Donc j'ai acheté une petite pochette. Une jolie petite pochette à 5 balles sur AliExpress. Je me suis dit, ça fait le taf. Parce que la MSC 20B, bon, je l'ai pas ici, mais la pochette la plus basique qu'on retrouve partout, la MSC 20B, le problème c'est que à ce niveau-là, il n'y a rien. Donc en fait, l'écran n'est pas protégé. Haha. Donc moi, je voulais vraiment protéger l'écran. C'était vraiment ma phobie, quoi. C'était de rayer l'écran parce que, mine de rien, lorsque tu as un écran hyper brillant, hyper joli sur un poste à 900 balles, t'as pas envie de le faire tomber sur un caillou. Voilà. Donc, moi, en permanence, c'était dans la pochette qui était sur le sac à dos. Sauf que, toujours on bidouille, on bouge, on machin, et voilà, il y a toujours un truc qui se passe, on trifouille le truc. Sauf que si... Alors, je sais pas si elle est allumée, là. Si ta radio elle est allumée, et que tu fais ça, là, sans faire exprès, tac, tu fais juste ça, ou alors il y a ton bâton, parce que moi j'avais le bâton. Le bâton, il clique sur le bouton. Tu le vois pas, ça, là. Tu le vois pas, hein. Mais la radio, elle est allumée, là. Là, l'écran, il est allumé, et il s'éteint plus. Là, tant que tu appuies pas sur le bouton, lui, l'écran, il s'en bat les couilles, hein, et il reste allumé, et... Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? La batterie elle se décharge. Et donc, plusieurs fois, je me suis retrouvé comme ça à devoir me servir de ma radio. Je me dis, tiens, je vais écouter un truc ou quoi. Ah, le voyant, il est dans le rouge. Eh ouais, t'as plus de batterie, t'es comme un con. Voilà, c'est vraiment débile, hein, mais... pareil, au niveau du voyant, moi je suis désolé, mais poste à 900 balles, j'ai le droit de chipoter pour des détails, parce que ces petits détails-là, on devrait pouvoir les régler. On devrait pouvoir les paramétrer. On devrait pouvoir tout paramétrer dans cette radio. Là, je sais pas si vous voyez, hein, mais le voyant de batterie, c'est ça, là, le petit truc vert en haut, c'est un logo de batterie. Alors, vous avez 3 niveaux. Non, vous en avez 4. Vous avez le vert, ça veut dire que c'est vert. Vous avez le jaune, ça veut dire que c'est jaune. Vous allez comprendre pourquoi. Et vous avez le rouge, ça veut dire que c'est rouge. Et après, le 4e niveau, c'est va te faire voir. Bon, alors j'ai quand même mesuré parce que ça me saoulait un petit peu. Je me suis dit, attends, c'est bizarre, je peux pas voir le voltage, je peux pas voir un pourcentage. Non, c'est juste vert, jaune, rouge. C'est Jamaïque, voilà. Je sais pas, celui qui a conçu ça, c'est peut-être un Jamaïcain. Il s'est enfumé la tronche pendant qu'il programmait le truc, je sais pas. Il a pas eu le flash, il a pas eu l'idée de se dire, faudrait peut-être mettre le voltage quelque part. Non. T'es obligé de prendre le multimètre pour mesurer le niveau de batterie. Donc j'ai quand même mesuré pour vous. Donc en vert, c'est entre la tension maximale de charge, à savoir que le poste ne se charge pas au maximum. Il s'arrête à 8,2, monsieur est difficile. Alors vous allez me dire, oui, c'est peut-être pour faire en sorte que la batterie dure plus longtemps, de ne pas la dégommer, parce que vous perdez des cycles si vous la rechargez trop fort, enfin trop profondément, quoi. Sauf que 8,2 quand même, moi je préfère l'avoir en 8,6, parce que 8,6, je sais que j'ai plus d'autonomie, surtout dès que je suis en nature. Bref, le poste, il est à 8,2 maximum. Entre 8,2 et, je crois, 8 volts, ou 7 volts 8, c'est le vert. Entre 8 volts et 7,2, c'est le orange. En dessous de 7 volts 2 jusqu'à 6 volts 8 ou 6 volts 6, c'est le rouge. Sauf que vous savez jamais vraiment où est-ce que vous en êtes dans le vert, dans le rouge, dans le jaune. Vous savez pas. Donc, c'est toujours du pifomètre. Donc... surtout que si vous transmettez en puissance haute, ou même si vous transmettez tout court, vous allez voir que le voyant il va changer d'un seul coup. Il va passer de vert à orange, de orange à rouge. Et vous allez vous dire, merde, c'est bon, j'ai plus de batterie. En fait, non, c'est juste que le poste tire de l'énergie, donc la batterie se décharge, donc la radio pense qu'il n'y a plus de batterie. Donc en fait, vous ne savez jamais le niveau de batterie. Déjà, c'est pas précis. Et lorsque vous allez vous en servir, ne serait-ce que juste en écoute, hein, juste le fait de monter le volume et d'ouvrir le squelch, voilà, je le fais pas, enfin ça le fera pas parce que la batterie est chargée à fond, mais lorsque la batterie est un peu moins chargée, ça va de suite tirer sur la batterie et le voyant va changer. Donc en fait, vous savez jamais le niveau de batterie. Je suis désolé, mais ça, je suis pas d'accord. Voilà, ça paraît tout con, mais juste avoir le pourcentage ou le voltage, c'est la base, quoi. Autre problème, j'en avais déjà parlé sur la chaîne 14FF3401, je sais pas si je le posterai sur cette chaîne ou pas, c'est la vitesse de rechargement de l'appareil. Parce que, bon, j'avais pris quand même le redresseur de tension, même si je voulais pas.
que voilà, l'idée c'était d'avoir un truc assez simple à utiliser. J'ai quand même pris mon redresseur de tension que j'ai bidouillé avec ma prise Kenwood et ma prise Yaesu. Donc je rentre du 5 volts et je sors du 12 volts. Ça permet de recharger plus rapidement. Moi, généralement, je me servais, mais le problème, c'est que ça tire beaucoup plus aussi sur les batteries. Et vu que j'étais justement en rate de powerbank et de machin et de panneaux, c'était la galère. Donc, j'essayais de consommer un minimum. Donc, moi, ce que je faisais, je me servais de mon powerbank avec le câble USB-C 5 volts sur la prise USB-C. Et j'avais mesuré, hein, ça prend maximum 300 mAh. Je suis désolé, là, c'est du foutage de gueule. C'est vraiment du foutage de gueule. 300 mAh, sachant que l'appareil, lui, après, va prendre le 5 volts et va le redresser à 8,2. C'est-à-dire que ça va encore consommer plus d'énergie. Et ça va prendre encore plus de temps. Vous allez au moins diviser par 2 l'ampérage. C'est-à-dire que le poste, déjà, limite à 300 mAh en entrée. Mais la batterie, elle, vu que ça va redresser la tension, vous allez avoir peut-être 150-200 mAh qui va rentrer vraiment dans la batterie en 8,2 volts. C'est-à-dire que ça va être extrêmement long à recharger. Pour vous donner un exemple, là, cette nuit, j'étais dans le jaune. Donc la batterie était à peu près à moitié chargée. Je l'ai mis en charge entre 10h et minuit, je ne sais plus exactement. Je suis revenu ce matin au chac, là, à peu près vers 10h, 10-11h. La batterie n'était pas chargée. Elle était toujours en train de charger. Et lorsque j'étais là sur le chemin de Saint-Jacques en bivouac, bah, je mettais la radio à charger la nuit. Je l'éteignais parce qu'en plus de ça, bah, voilà, vu qu'elle tient pas, vu qu'elle a une autonomie merdique, bah, je l'éteignais. Alors que l'idée, c'est quand même de rester en veille sur le 7-7 tout le temps. Bref. Donc le matin, des fois, je me retrouvais avec une batterie qui n'était pas entièrement chargée. Mais bon, moi je dois m'en servir. Donc bah, je l'allume et je m'en sers toute la journée, comme je m'en sers habituellement. Voilà, c'est comme ça. Voilà, ça doit fonctionner, c'est tout, point barre. Sauf que, bah, vu que la batterie n'était pas chargée entièrement, bah, elle se déchargeait encore plus profondément. Et ça consommait encore plus, puisqu'il y avait moins d'énergie. Donc, c'est-à-dire que le soir, je me retrouvais à la même heure que la veille, avec une batterie qui était encore plus déchargée, qui prenait encore plus de temps à être rechargée. Donc, bah, le lendemain, je me retrouvais avec une batterie encore plus déchargée, puisque bah, moi, le soir, généralement, je me couchais vers 22-23 heures, je me levais vers 6-7 heures. C'était toujours à peu près la même heure. Donc en fait, je me suis retrouvé au bout d'un moment à bah, soit plus allumer la radio, soit la mettre à recharger dans le sac. Enfin bref, c'était super chiant. Et ça m'a vraiment cassé les roubignoles par rapport à ça. Petite parenthèse, si vous voulez soutenir mon travail, j'ai un Patreon. Alors, en ce moment, je poste pas tellement parce que j'avais pas eu le temps, j'ai plein de trucs à gérer. Mais voilà, c'est pour soutenir mon travail. Si vous voulez que je continue à faire des vidéos comme là, que je puisse acheter du matériel, etc. Voilà, puis même pour pouvoir en vivre, parce que moi, si je gagne rien sur ce que je fais pas, hein, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, bah, n'hésitez pas à prendre un petit abonnement sur Patreon. Hein, c'est 3 euros. Je verrai pour peut-être faire différents niveaux. Enfin, ça va arriver. Mais voilà, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à prendre un petit abonnement sur Patreon. Allez, revenons à notre Kenwood pour en finir. Donc voilà, au final, pour résumer, l'autonomie n'est vraiment pas exceptionnelle. Le fait qu'il ait 10 milliards de fonctions, bah, au final, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Le fait que ça soit un poste très cher, bah, en fait, on a peur de s'en servir, on a peur de le rayer, donc bah, on est un peu parano. La batterie qui tient pas, ça fait que bah, on est tout le temps à essayer de gratter le moindre petit truc qui pourrait permettre d'économiser de la batterie. Donc j'avais activé le battery save, je crois que je l'avais mis à 5 secondes, enfin un truc aberrant. Donc le battery save, pour ceux qui ne savent pas, ça dit à la radio qu'en gros, elle va écouter que toutes les temps de millisecondes ou toutes les temps de secondes la fréquence pour voir s'il se passe un truc. S'il y a une communication, hop, ça se met en écoute. Sinon, à chaque fois, hop, ça repasse sur par exemple 3 secondes de sommeil et au bout de 3 secondes, clac, ça va vérifier et ça va se réarrêter. Ça permet d'avoir une économie de batterie beaucoup plus importante. Vous allez louper potentiellement le début d'une communication, mais ça permet, voilà, c'est un compromis qu'il faut faire. Moi, j'avais activé le truc, je crois, à 5 secondes, quoi. Je m'étais dit, il y en a marre que ça consomme autant. J'avais désactivé l'éclairage, de base, j'avais la triple veille, j'avais été mis que sur une seule veille, avec le battery save à 3 ou 5 secondes, donc j'entendais que la moitié des communications. Il n'y avait rien à faire, hein. La radio, au bout d'une journée d'utilisation, elle était à la moitié, quoi. C'est un truc de fou. Au final, le GPS, bon voilà, je m'en suis pas servi,
parce qu'au final, bah, j'avais la carte, voilà. Puis dès que tu as la carte, tu sais où t'es, donc bon, ça permettrait quand même de donner une position exacte, mais bon, le GPS c'est quand même bien, je trouve, de l'avoir, d'intégrer dans la radio, même si c'est pas forcément nécessaire, mais c'est quand même important. Ensuite, le fait de pouvoir écouter la HF, ça ne sert à rien. Personnellement, je trouve que ça ne servira à rien. Il n'y a aucune plus-value à avoir la HF lorsque vous êtes en bivouac, en voyage, à part pour écouter ou peut-être dans une situation de conflit où ça pourrait éventuellement servir. Mais à part ça, ça ne sert à rien. Euh, voilà, au niveau des fonctions supplémentaires que la radio apporte, je m'en sers pas spécialement, moi c'était juste pour être à l'écoute d'une fréquence. Le fait que ça soit relativement étanche, bon, ça évite déjà de se prendre la tête sur le fait de devoir protéger le matériel lorsqu'il pleut ou quoi. Mais bon, voilà, c'était pas non plus, j'étais pas non plus à l'abri de le faire tomber dans une rivière et que le poste soit mort, quoi. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Le rechargement extrêmement long, qui est quand même relativement fastidieux. Ou alors il faut le câble qui redresse la tension, mais bon, c'est des câbles, voilà, il faut vraiment en avoir de bonne qualité. Ça prend un peu plus de place, c'est pas forcément hyper pratique. Voilà. Tout ça pour au final me mettre sur des fréquences que je peux écouter avec n'importe quelle radio bas de gamme, Guangsheng UVK5 ou autre. Au final, voilà, moi je pense que je recommanderais vraiment cette radio-là. Je dis pas que c'est de la merde, hein, c'est une excellente radio. Franchement, elle est très très bien. Mais pas pour ce type d'utilisation. Ça, c'est vraiment fait pour un radioamateur ou un PMRiste ou un gars qui veut avoir une radio qui fasse un peu scanner, euh, qui, a, qui veut la foutre un peu sous la flotte, qui veut pas se prendre la tête avec ça ou qui veut voyager. Mais c'est fait pour être utilisé, tu vois. Enfin, ouais, par exemple, durant une après-midi ou une soirée, vous faites une sortie radio avec les amis, vous voulez avoir une petite radio pour faire de l'écoute, faire un peu de numérique. Parce qu'elle fait également le D-Star. Moi, je ne me suis jamais servi du D-Star. Voilà, à part voilà, pour un usage radioamateur sur quelques heures, parce que malheureusement la batterie ne durera pas plus de quelques heures si vraiment vous vous en servez en communication, en transmission. Voilà, donc à part pour ce type d'utilisation, ou alors si vraiment vous êtes pas loin de votre voiture, qu'il y a un moyen de la recharger ou autre, je vous recommande pas forcément de prendre ce modèle-là pour de l'évacuation ou autre, même si ça reste une excellente radio, ou alors si vraiment vous êtes sûr d'avoir un moyen de l'alimenter de manière assez puissante, à la rigueur, pas de souci. Mais moi, j'étais vraiment dans une optique d'avoir le minimum de matériel, le plus compact possible, le plus durable possible au niveau de l'autonomie, le plus solide. Au final, c'est un poste de très bonne qualité, mais je crains quand même l'écran. Hein. Là, vous faites tomber un caillou sur l'écran, ou vous le faites tomber sur un caillou directement. Votre radio est morte. Hein. Ça, c'est recta. Donc voilà. Voilà moi ce que je peux vous en dire. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, à me dire vous ce que vous en pensez hein, du THD 75 si vous l'avez. Mais voilà, moi vraiment je le recommande pour les gens qui veulent vraiment se faire plaisir à l'écoute, qui veulent avoir un poste agréable au toucher, parce qu'il est vraiment une prise en main excellente, avec plein de fonctions, la PRS, la HF. Il fait la VHF UHF en émission réception, en FM et en D-Star. C'est vraiment une radio amateur. Voilà. Pour moi, c'est fait pour les radioamateurs, les petits papis là qui font de la radio, et pas pour les gars qui vont en nature ou qui ont besoin vraiment de matos assez rustique, assez durable. Voilà. Bonne journée à vous et je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez me soutenir, j'ai un Patreon. Moi, ça me permet de me motiver à faire plus de vidéos, et plus il y aura d'abonnés sur Patreon, et plus je ferai de vidéos. Allez, bonne journée à vous et à bientôt.